Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Musicien bien accordé avec moi, Alexandre. Tout d'abord, je dois dire que j'ai été ravi de l'accueil réservé à ma dernière vidéo qui traitait de la façon dont nous abordons le mot tension dans le monde de la musique. Je crois avoir touché un point qui en a interpellé plusieurs parmi vous. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, permettez-moi de vous faire une analogie pour résumer. Pour accorder correctement une corde, il faut que la corde soit ni trop tendue ni trop détendue. Il faut juste la bonne tension pour que la corde puisse jouer son rôle et produire un certain son, une certaine note. Imaginez maintenant qu'un technicien de piano vienne chez vous et que vous lui disiez « Je veux que vous accordiez mon piano, mais la seule chose que vous êtes autorisé à faire, c'est de détendre les cordes, pas de les tendre. » Donc, à quel point croyez-vous que cet accordeur pourrait bien faire son ouvrage? Quand on y pense, les muscles sont un peu comme des regroupements de cordes, les cordes étant des fibres musculaires. La tension idéale pour nos muscles correspond à ce qu'on appelle un tonus musculaire optimal. Parfois, on a besoin de tendre les fibres, parfois on a besoin de les détendre pour que nos muscles puissent s'adapter aux exigences de la vie. Malheureusement, dans le monde musical, la seule chose qu'on a permis aux musiciens dans bien des institutions d'enseignement, c'est de détendre leurs muscles. Le mot tension a été banni comme étant persona non grata. Bon, assez du récapitulatif. J'envisage de créer une sorte de foire aux questions mensuelle où je répondrai à un certain nombre de vos questions. Je tiens d'abord à vous dire que je suis reconnaissant de ces questions, de votre participation à ce projet pour la santé des musiciens. Je répondrai à toutes vos questions prochainement, mais je tiens à préciser d'autres choses d'abord avant de les aborder. Voici donc une liste de tous les sujets que vous m'avez demandé d'aborder jusqu'à présent. Maintenant, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a une grande partie de ces questions auxquelles on pourrait répondre assez bien en utilisant un certain cadre théorique. Le problème, c'est que si je n'explique pas ce cadre et que je ne prends pas le temps de clarifier les termes, je risque de perdre beaucoup d'entre vous et de ne pas réussir à faire passer mon message. Les cadres conceptuels ou les cadres théoriques sont extrêmement utiles pour relier les idées et les concepts tout en les distinguant afin d'éviter toute confusion en matière. Donc, pour ce qui est de la santé du corps, la santé physique, on peut entendre toutes sortes de termes qui sont parfois utilisés différemment selon les domaines, ce qui peut créer beaucoup de confusion. La solution est de commencer par bien définir les termes afin que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Présenter un cadre théorique cohérent prend du temps. Cette vidéo sera donc un peu plus longue que la normale, mais si vous prenez le temps d'écouter, je vous assure que vous allez acquérir des connaissances très utiles qui vous aideront à répondre à de nombreuses questions courantes sur la santé du corps musculo-squelettique. Un résumé sera également inclus à la fin pour ceux qui n'auraient pas le temps de regarder une vidéo de près d'une demi-heure. Bon, alors le cadre auquel je souhaite vous exposer n'est pas unique à l'ostéopathie, je suis ostéopathe. J'ai veillé à utiliser des concepts aussi universels que possible dans tous les domaines de la santé physique. Quand ils ne seront pas universels, je vais veiller à vous informer de l'origine de leur usage. Maintenant, je vais me contredire un peu et vous dire que je vais répondre à une question qui m'a été posée dans les commentaires sous la vidéo, dans la version anglaise. Il y a une raison à ça, alors tenez bon. L'auditeur a écrit « Hey, super chaîne, pourriez-vous faire une vidéo expliquant l'hypermobilité chez les musiciens? Merci beaucoup. » Donc, la question de l'hypermobilité est particulièrement intéressante pour notre propos ici. Et la raison en est que pour expliquer correctement ce concept, je vais devoir passer en revue tout un tas d'autres concepts qui me permettront précisément d'établir le cadre dont je vous parle. Voici donc une liste des termes que nous allons définir. Ils seront inclus sous forme de chapitres sous cette vidéo. Tout d'abord, parlons d'amplitude de mouvement. Au sens strict, l'amplitude de mouvement est définie comme la mesure dans laquelle une articulation peut être déplacée ou se déplacer. Ce qui est assez simple. On mesure généralement ce mouvement en termes d'angle et cela présente un intérêt particulier pour presque tous ceux qui participent à une forme ou une autre de thérapie physique car ça permet des mesures objectives, non seulement des problèmes dans les articulations, mais aussi des progrès au cours des traitements de ces articulations. On gagne en amplitude, on fait du progrès. Maintenant, il est très important de distinguer deux types d'amplitude de mouvement. Il y a les amplitudes passives et les amplitudes actives. Cette distinction va être cruciale pour comprendre l'hypermobilité plus tard, donc assurez-vous que vous maîtrisez bien le concept. L'amplitude passive des mouvements, c'est les mouvements que n'importe quelle partie de votre corps
peuvent effectuer grâce à une force externe. Cette force externe peut être la gravité, mais aussi la main d'un thérapeute qui manipule votre membre. L'amplitude active des mouvements, c'est les mouvements qu'une partie de votre corps peut effectuer d'elle-même, c'est-à-dire grâce à l'utilisation de vos muscles. Assurez-vous que cette distinction soit vraiment claire dans votre esprit. L'amplitude passive se produit, passivement à cause d'une force externe, tandis qu'une amplitude active des mouvements se produit et est mesurée lorsque le sujet est actif, utilisant ses propres muscles pour déplacer ses membres dans l'espace. Nous pouvons symboliser ces deux choses avec une bande schématique. La bande verte représente ici votre amplitude de mouvement passive, tandis que la bande bleue représente votre amplitude de mouvement active. Notons deux points importants concernant ce schéma. Tout d'abord, l'amplitude passive est plus large que l'amplitude active. En effet, normalement, notre amplitude passive est censée dépasser légèrement notre amplitude active. Par exemple, en tant que thérapeute, je devrais être capable de pousser votre membre au-delà de ce qu'il peut atteindre lorsque c'est vous qui le déplacez. Deuxièmement, ce schéma ne représente qu'une seule articulation et même une seule paire de mouvements concernant cette articulation. J'utilise ici l'exemple du poignet, passant de la flexion complète à l'extension complète. Ces éléments doivent être correctement étiquetés sur nos schémas. On va veiller à le faire. Si je souhaite représenter plus de deux mouvements pour une même articulation dans un schéma unifié, je vais plutôt utiliser un cercle avec plusieurs lignes remplaçant la bande précédemment utilisée dans l'autre schéma. Chaque ligne représente une paire de mouvements. Ces schémas sont essentiels à notre cadre théorique et nous les utiliserons fréquemment. Bon, maintenant, faisons quelques observations sur les concepts d'amplitude de mouvement passif et actif. Lorsqu'on entend le mot flexibilité, la première chose qui nous vient à l'esprit est souvent l'idée d'une personne capable, par exemple, d'atteindre ses orteils alors qu'elle se tient debout ou d'adopter une position de lotus impeccable. Maintenant, posons-nous la question, entre l'amplitude de mouvement active versus passive, laquelle est principalement utilisée dans ces deux cas? La réponse est principalement l'amplitude passive, car des forces externes ont probablement été utilisées pour atteindre et maintenir ces positions. Je m'explique. Dans les exemples que nous avons utilisés, la personne qui atteint ses orteils peut compter sur la gravité, donc une force externe, pour adopter sa position, tandis que la personne en position de lotus a probablement disposé ses jambes de cette façon en utilisant ses mains pour prendre et placer ses jambes. Donc, encore une fois, une force externe. L'amplitude passive des mouvements, c'est ce à quoi nous pensons quand on pense à la flexibilité. Cette association doit être claire dans votre esprit. Une amplitude passive est une mesure de votre flexibilité. Un point essentiel ici est que pour afficher une grande amplitude de mouvement passive, il n'est techniquement pas nécessaire d'avoir beaucoup de force, car une force externe fait le travail de mouvement et de maintien des parties du corps dans les positions. Cet aspect est crucial pour la suite des choses. Bon, revenons maintenant à l'amplitude active de mouvement. Nous avons dit que l'amplitude active signifiait que nous utilisons nos propres muscles pour déplacer les différentes parties du corps. Cela implique donc un niveau de force de base. Je le répète, l'amplitude active de mouvement implique un certain niveau de force puisque ce sont vos propres muscles qui déplacent les différentes parties de votre corps, quelle que soit l'amplitude de mouvement que vous effectuez. Rappelez-vous, dans notre dernière vidéo sur la tension, nous mentionnions que le violoniste et pédagogue Grigory Kalinowski déplorait que plusieurs de ses élèves ne peuvent même pas lever leurs bras au-dessus d'un angle de 90 degrés. Vous comprenez maintenant que, d'une certaine façon, ce qu'il déplore, c'est un manque d'amplitude active de leur part et que ce manque d'amplitude active implique un manque de force. Bon. Revenons à notre schéma de bande. L'amplitude active est représentée en bleu tandis que l'amplitude passive est en vert. Nous avons indiqué précédemment que l'amplitude passive est censée être plus large que l'amplitude active. Cela signifie qu'il y a une différence entre les deux extrémités de la bande. Cet écart est crucial pour ce que nous allons expliquer. Certaines personnes naissent naturellement avec de grandes amplitudes passives dans leurs articulations. Donc, en d'autres termes, avec une grande flexibilité qu'ils n'ont même pas besoin d'entretenir.
ils ou elles sont flexibles, c'est tout. Ces personnes ont tendance à avoir un écart plus important entre leurs amplitudes de mouvement passif et actif. On ne naît pas avec une quantité proportionnelle d'amplitude active par rapport à l'amplitude passive. L'amplitude active est quelque chose qui s'apprend et s'entraîne. Certaines personnes vont naturellement combler cet écart, mais d'autres non. Vous vous êtes peut-être déjà dit en allant à un cours de yoga, « Oh, quelle chance ont ces gens d'être naturellement souples, n'est-ce pas? » En réalité, la littérature scientifique montre qu'une grande souplesse naturelle tend au mieux à être quelque chose de neutre ou au pire à augmenter le risque de blessure pour les articulations et les ligaments. Vous allez pouvoir voir nos sources dans la description là-dessus. Quoi qu'il en soit, avoir des articulations naturellement très lâches ou laxes n'est pas bénéfique pour la prévention des blessures. Voyons pourquoi. Donc revenons à cette histoire d'écart entre amplitude de mouvement actif et passif. Dans une certaine mesure, on pourrait dire que votre amplitude de mouvement active est presque synonyme de contrôle, ou du moins que ces deux choses sont étroitement liées. C'est logique, non? L'amplitude de mouvement que vous pouvez effectuer avec vos propres muscles et l'amplitude de mouvement que vous contrôlez. Bien. Pour revenir à ce schéma de mouvement, il est désormais logique de comprendre que cet écart entre amplitude active et passive représente en réalité une zone d'espace que vous ne contrôlez pas. En général, un manque de contrôle dans vos mouvements tend à être associé à des risques de blessures plus élevés, tant pour les mouvements répétitifs, comme c'est le cas chez les musiciens, que pour des mouvements impliquant le port d'un poids important. Vous comprenez peut-être maintenant pourquoi un écart plus important entre votre amplitude passive et votre amplitude active peut être problématique. Un écart plus important signifie une zone plus grande que nous ne contrôlons pas, d'où un risque accru de blessure. Bon, il faut comprendre toutefois que le contrôle n'est pas un phénomène tout ou rien. Dans nos schémas, nous avons simplifié ce phénomène à l'extrême, mais en réalité, vous devriez vous attendre à une gradation de contrôle dans vos amplitudes. Dans ce graphique, la couleur bleue représente le contrôle. Notez que plus on se rapproche du centre de l'amplitude, plus le contrôle est important, mais il existe des exceptions, le genou en étant un bon exemple. Bon, nous pouvons maintenant introduire le concept de mobilité. Certaines personnes ont assimilé le concept de mobilité au concept d'amplitude active, mais je pense que c'est une erreur. Il y a certainement des chevauchements entre ces concepts, mais pour moi, et d'après ce que j'ai appris au fil du temps, la mobilité, c'est autre chose. Pour introduire cela, utilisons d'abord une approximation. La mobilité est comme l'amplitude active à laquelle on ajoute une quantité non définie et ou illimitée de force. Si vous êtes un peu confus à ce stade, c'est normal, on va définir les termes un peu plus. Mis autrement, la mobilité est la force affichée dans l'amplitude active d'une articulation ou simplement amplitude pour simplifier les choses. Donc la force dans l'amplitude. Une façon plus mathématique de le dire serait de dire que la mobilité, c'est la force fois l'amplitude. Si je devais trouver un indice de mobilité, c'est celui-là que j'utiliserais. Maintenant, quelle est la différence entre le contrôle et la mobilité? À ce stade, le contrôle et la mobilité sont à peu près identiques pour moi, mais cette discussion-là dépasse la portée de notre vidéo. Ce qui n'est pas au-delà de la portée de cette vidéo, c'est la différence entre amplitude active et mobilité. Et maintenant, vous pouvez déjà peut-être avoir une idée de ce que cette différence-là peut être. Expliquons ça un peu plus en détail pour que ce soit clair pour tout le monde. Nous avons donc dit que l'amplitude active nécessitait un niveau de force de base. C'est la force nécessaire pour déplacer un membre dans l'espace, compte tenu de la gravité. Mais cette exigence de force est essentiellement 1 ou 0. Soit vous pouvez déplacer le membre dans la position, ou soit vous ne pouvez pas le faire. Alors qu'avec la mobilité, nous regardons maintenant la force que vous pouvez déployer en plus de cette capacité. Pourriez-vous, par exemple, effectuer votre amplitude active complète de bras avec un poids de 5 kg, avec un poids de 10 kg, et ainsi de suite? Il n'y a pas vraiment de limite théorique à la mobilité, donc techniquement, on ne peut pas avoir trop de mobilité. C'est pourquoi nous avons dit que la mobilité, c'est l'amplitude de mouvement plus une quantité de force non définie. Quand vous pensez à des athlètes de très haut niveau, des gens qui déploient de grandes amplitudes avec des forts mouvements, ce que vous voyez en fait, c'est beaucoup de mobilité. Bon, pour enfin répondre à la question de notre spectateur, qu'est-ce que l'hypermobilité et en quoi est-elle pertinente pour les musiciens? À première vue, rien qu'en regardant le mot,
Il serait facile de penser que quelqu'un qui est hyper mobile dans son ensemble, ou au moins pour une articulation, est quelqu'un qui est super mobile, c'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois super fort et super flexible. On pourrait croire ça, hein? Mais en réalité, c'est absolument pas le sens dans lequel on entend ce mot en médecine. Hypermobile, ça veut dire quelqu'un qui a beaucoup de flexibilité ou d'amplitude passive. C'est tout. Pas d'amplitude active, d'amplitude passive, beaucoup d'amplitude passive. Malheureusement, c'est comme ça que fonctionne la nomenclature actuellement. Les jargons des différents domaines ont évolué en parallèle et pas toujours de façon synchrone. Et donc, à un moment donné, il y a ces espèces de distorsions qui se sont produites, donc un peu une espèce de confusion dans la terminologie. Mais c'est pour ça que j'ai pris la peine de vous expliquer ces concepts-là. Il y a 13 façons différentes pour être sûr que vous compreniez bien. Maintenant que nous savons que l'hypermobilité, c'est une amplitude passive très grande, nous avons déjà expliqué pourquoi elle pouvait être problématique pour de nombreuses personnes. Profitons-en pour faire le point. Nous avons déjà dit qu'une flexibilité excessive, désormais synonyme d'hypermobilité, entraînera pour de nombreuses personnes une différence plus marquée entre l'amplitude active et l'amplitude passive, ce qui va se traduire par un manque de contrôle sur une zone plus large de l'amplitude de mouvement. Nous avons également expliqué que ce manque de contrôle entraîne un risque accru de blessure. L'instabilité articulaire est une autre expression utilisée par les professionnels de santé pour décrire un manque de contrôle articulaire. De nombreuses hypothèses existent quant aux raisons pour lesquelles une articulation peut être instable ou mal contrôlée et pourra se blesser dans ce cas-ci. Je vais vous en donner une seule hypothèse. Sans une stabilité adéquate, les tendons et les nerfs qui traversent une articulation pourraient ne pas s'aligner correctement avec les surfaces articulaires voisines, comme le cartilage et l'os, ce qui entraînerait une pression et éventuellement une irritation de ces nerfs et tendons. Prenons une corde comme exemple. Cette corde entourée d'une gaine en plastique peut représenter un tendon ou un nerf traversant une articulation à proximité d'une surface articulaire, représentée ici par la surface de ma jambe. Si je la presse légèrement contre mon genou, je peux la glisser sans problème. Mais si je la presse fortement et la fais glisser tout en maintenant cette pression, son usure s'accentuerait rapidement. Il s'agit donc ici de fournir une structure suffisante autour du nerf ou du tendon afin qu'il glisse sans compression dans sa gaine plutôt que d'être compressé contre l'os ou le cartilage. Il s'agit donc ici de fournir une structure suffisante autour du nerf ou du tendon afin qu'il glisse dans sa gaine sans compression plutôt que d'être comprimé contre l'os et le cartilage. Cette structure constituée d'alignements appropriés est assurée par une force bien répartie et bien coordonnée, c'est-à-dire un tonus musculaire suffisant ou plutôt une tension suffisante et appropriée. Notez que j'emploie le terme tension de façon neutre ici. Il faut ajouter que de bons alignements apportent aussi de la force, et donc que la relation entre force et bons alignements va dans les deux sens. C'est ce que Frédéric Alexander, le fondateur de la technique Alexander, voulait dire, je crois, lorsqu'il parlait d'une position d'avantage mécanique. Une position adéquate et un alignement adéquat permettent d'accéder à davantage de force. Dans le monde de la mise en forme, la position d'avantage mécanique ou des bons alignements est simplement appelée la posture ou encore le mouvement de qualité. Là encore, ces notions se recoupent, mais elles ne sont pas tout à fait identiques. Je vous laisse y réfléchir pour l'instant. Commencer par une bonne technique ou de bons alignements avant de faire un mouvement, c'est probablement la meilleure façon d'aborder ce mouvement. Mais comme en mise en forme, si on focalise trop sur la perfection technique sans jamais nous mettre à l'ouvrage, on risque de n'obtenir aucun résultat. Donc, à un moment donné, il faut s'y mettre. Je le redis, ces deux concepts sont étroitement liés et se nourrissent mutuellement. Une bonne position favorise la force et la force permet le maintien d'une bonne position. Les deux sont nécessaires. Au piano, maintenant, un alignement correct ou une bonne posture signifie éviter de tordre le poignet ou de maintenir les coudes dans une position extrême, soit trop près ou trop loin de soi. Au violon, ça pourrait signifier entre autres que votre bras d'archet sera juste assez haut compte tenu de la corde sur laquelle vous jouez et que votre main gauche respectera un cadre général bien équilibré et maintenu lorsque vous jouez. À la guitare, puisque la personne qui nous a posé la question de l'hypermobilité est guitariste, mais aussi au piano, au violon en fait, ça signifie entre autres que vous éviterez autant que possible une position de doigts très recourbée pour vos mains. Des doigts longs qui ont tendance à connecter avec l'instrument par la pulpe des doigts
plutôt que par l'extrémité des doigts, près de l'ongle, sont généralement reconnus comme facilitant la flexion des doigts. Nous reviendrons sur ce phénomène dans d'autres vidéos. Ceci dit, en ce qui concerne le positionnement correct, il n'existe pas vraiment de règle absolue, seulement des lignes directrices. Dans un enregistrement de 1987, Ivo Pogorelic illustre parfaitement un jeu avec des doigts recourbés dans une suite de Bach, tout en affichant une régularité et une stabilité remarquables dans sa maîtrise du phrasé musical. À ma connaissance, Pogorelic n'a jamais eu à interrompre son jeu de piano de façon prolongée en raison d'une blessure, du moins pas au cours des décennies qui ont suivi cet enregistrement. C'est le genre de données dont il faut tenir compte si on veut élaborer un modèle de santé du musicien. Gardez à l'esprit que s'écarter des directives générales peut poser problème, mais que très peu de défis sont insurmontables pour le corps humain lorsque la mobilité des membres est suffisante, donc que la force et la souplesse des membres sont au rendez-vous. C'est mon opinion, au moins pour l'instant. Comme nous l'avons dit précédemment, certaines personnes sont naturellement plus souples que d'autres. On pourrait dire qu'elles sont généralement hypermobiles ou très flexibles. Lorsque cela semble engendrer des problèmes, comme des douleurs articulaires chez ces personnes, les médecins parlent de syndrome d'hypermobilité généralisée. Cela est en grande partie déterminé par la génétique. Maintenant, comprenez bien, je ne dis pas que vous êtes condamné à avoir des problèmes articulaires si vous êtes très souple, non. Mais c'est possible que vous deviez faire plus attention que la moyenne, un peu plus attention au moins, à la force dont vous disposez pour créer de la stabilité dans vos articulations. C'est un peu comme si votre corps vous donnait moins de marge de manœuvre ou moins de chance à l'erreur. Il vous pardonne moins les erreurs en ce qui a trait au respect de la santé de vos articulations. C'est également important de comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'être naturellement très flexible pour développer des problèmes liés à l'hypermobilité. Vous pouvez développer une hypermobilité localisée, c'est-à-dire dans une seule articulation, par exemple, et même dans une seule direction, ce qui peut entraîner des problèmes au niveau de votre pratique instrumentale. Voyons à quoi ceci pourrait ressembler au piano. Alors, imaginons que je sois un peu paresseux avec mon poignet et mon avant-bras ces derniers temps lorsque je joue, et qu'à chaque fois que j'appuie mon pouce ou mon auriculaire sur le piano, je laisse mon poignet dévier d'une façon un peu tordue vers sa limite de mouvement. Curieusement, lorsque je fais ça, j'effectue en quelque sorte un étirement répété et intermittent de mon poignet dans cette direction, ce qui signifie que mes tissus biologiques passifs, comme les ligaments, les capsules et le fascia, s'étirent. En sciences du sport, c'est ce qu'on appellerait un étirement balistique. Nous pouvons représenter ça sur un schéma de mouvement par une flèche pointant dans la direction de la poussée. Une fois l'étirement complété, votre pratique terminée, l'amplitude passive obtenue est plus importante, ce que nous pouvons représenter par une ligne traversant la limite définissant une flexibilité normale. Une autre chose à considérer, c'est que ce type d'amplitude passive, ce type d'hypermobilité a tendance à créer une hypomobilité ailleurs, donc pas assez d'amplitude, un blocage dans une autre direction pour la même articulation ou une articulation adjacente du corps. Mais ça, c'est un sujet qu'on va creuser dans d'autres vidéos. Ce qu'il faut retenir maintenant, c'est qu'une amplitude passive plus importante, surtout obtenue passivement, comme c'est le cas ici, implique un écart plus large entre notre amplitude passive et notre amplitude active, zone où règne une instabilité potentielle. Je dis que ceci est obtenu passivement pour le poignet parce que le poignet est simplement poussé par le bras qui, lui, est actif. Personnellement, j'aime dire que cette façon de tordre mon articulation revient à m'appuyer sur mes ligaments. Voici donc une de mes règles de base pour prévenir les blessures chez les musiciens. Ne vous appuyez pas sur vos ligaments pour la stabilité. Activez plutôt les muscles de vos articulations pour les maintenir dans des alignements neutres. On va revenir sur cette idée de neutralité dans de futures vidéos. Alors, comment prévenir l'hypermobilité localisée? Donnez à votre poignet juste activité musculaire locale, donc oui, assez de tension pour maintenir un alignement correct. N'en faites pas trop et utilisez les outils nécessaires comme entrer ou sortir du clavier avec la main pour jouer les notes en évitant des torsions du poignet. Il en va de même pour tout autre instrument ayant ses propres exigences ergonomiques. Maintenant, si l'hypermobilité localisée est déjà présente, comment en compenser les effets? Comment les inverser? Tout d'abord, les mêmes stratégies utilisées pour prévenir
pourrait très bien permettre d'en annuler les effets au fil du temps. Donc la prévention se confond ici avec la guérison. On va avoir d'autres vidéos pour en parler également. Bon, j'espère que ça répond à la question de notre spectateur sur l'hypermobilité. Merci encore pour la question et toutes vos questions, mesdames et messieurs. Poursuivons sur la question de la force, mais également de l'aisance. Nous avons déjà dit que la force contribue à la structure et à l'alignement de nos articulations. Mais cette force doit se développer par étapes. Quand on maîtrise quelque chose, on est apte à la tâche et ceci peut donner une impression d'aisance, à la fois pour nous et pour ceux qui nous regardent. Mais pour parvenir à cette aisance, il faut s'entraîner. Ça passe par des étapes. Et dans ces étapes, il va y avoir des phases où est-ce qu'on va devoir placer certaines tensions, certaines contractions musculaires volontaires pour stabiliser nos articulations. Une fois que cette force a été appliquée, que l'entraînement est fait, maintenant, on a la capacité de jouer avec aisance et sans risque de blessure. Mais il faut qu'il y ait un ordre, il y a des étapes à ça. Moi, je suis violoniste amateur, non professionnel, et donc quotidiennement, je dois encore de temps en temps appliquer une force consciente pour mes doigts, pour mes avant-bras, de sorte de maintenir les alignements qui sont corrects. Il y a des transferts qui sont possibles d'une discipline à l'autre. Comme j'ai déjà un passé en piano, ce que j'ai acquis en piano, je peux le récupérer en partie, mais le piano, c'est pas le violon, c'est pas la même chose, donc j'ai besoin de faire des renforcements plus spécifiques pour le violon avec les positions à l'instrument. Donc, au fil des jours, je me rends compte que j'ai de moins en moins besoin de faire ce sculptage en quelque sorte de ma musculature, mais il reste toujours des positions dans lesquelles j'ai besoin de réviser un peu la force disponible dans mes mains, même si c'est momentané, même si ce ne sont que de courtes durées dans ma pratique. Néanmoins tout ça, il va toujours y avoir eu une phase dans ma vie où il va falloir que j'aie appliqué des renforcements plus importants, même si éventuellement, ceci peut s'estomper avec la pratique, avec l'expérience. Bon, alors récapitulons. Nous avons vu que l'amplitude de mouvement est la mesure dans laquelle une articulation peut se déplacer. Si vous mesurez l'amplitude de mouvement en utilisant une force externe appliquée sur l'articulation, comme la main d'un thérapeute qui vient s'appliquer, alors on parle d'une amplitude passive. Si vous mesurez cette amplitude en utilisant vos propres muscles pour bouger vos membres, il s'agit d'une amplitude active. Il existe un écart entre l'amplitude active et l'amplitude passive. L'amplitude passive étant généralement plus large que l'amplitude active. Cet écart signifie potentiellement moins de contrôle sur vos mouvements. Plus l'écart est grand, moins vous avez de contrôle. La mobilité est la combinaison de la force et de l'amplitude passive, ou force et souplesse. Différente de l'amplitude active, elle reste néanmoins apparentée. Elle est presque synonyme de contrôle. L'hypermobilité signifie simplement que vous avez beaucoup d'amplitude passive, donc que vous êtes très flexible. L'hypermobilité peut augmenter le risque d'instabilité au niveau des articulations, ce qui peut augmenter le risque de blessure. Cela est également lié au problème de manque de contrôle évoqué précédemment. L'hypermobilité peut être généralisée en raison de la génétique ou localisée en raison de la façon dont nous nous utilisons. Nous pouvons créer une hypermobilité localisée au niveau de notre instrument si nous ne respectons pas de bons alignements pendant le jeu. Maintenir un bon alignement requiert de la force. Cette relation fonctionne également dans l'autre sens. Nous ne sommes pas seulement en forme de manière générale. Nous sommes aptes ou en forme pour une activité ou une tâche. La forme physique permet une apparente facilité d'exécution. Elle ne s'acquiert pas d'emblée, mais s'obtient par l'entraînement et ou la pratique, ce qui implique généralement qu'on va placer des tensions musculaires conscientes, au moins pendant un certain temps, une certaine période de notre vie. Bon, je sais que c'était beaucoup d'informations, mais nous avons posé ici les bases d'un cadre théorique, un ensemble de définitions et de principes auxquels nous nous référons régulièrement sur cette chaîne pour répondre à toutes vos questions. Si vous maîtrisez ces concepts et suivez les vidéos au fur et à mesure de leur publication, je peux presque vous garantir
que vous aurez une longueur d'avance en matière de prévention des blessures, mais aussi de techniques naturelles et efficaces. Les prochaines vidéos se concentreront davantage sur les outils permettant d'identifier et de traiter l'hypermobilité et le manque de contrôle au fur et à mesure que je répondrai à vos questions. Si vous souffrez déjà, consultez un professionnel de santé avant d'appliquer quelconque conseil. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner, à partager cette chaîne avec un ami qui a des problèmes physiques à son instrument. Continuez de poser vos questions dans les commentaires sous la vidéo et on va se revoir bientôt. Merci.